Avez-vous déjà songé à ce que cela pourrait être de penser que les individus les plus durs survivent et que tout dans la vie est un mensonge? Avec le temps, Arthur Schopenhauer en est venu à le croire, mais ce n'était pas toujours son idée. Comme beaucoup d'entre nous, il a commencé par avoir beaucoup d'espoir et de foi en la raison. Cependant, son point de vue sur le monde a évolué avec le temps. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir commis une grosse erreur ou que la vie vous avait laissé tomber? Les personnes les plus puissantes ne sont pas toujours les plus équitables. Schopenhauer se posait également ces questions. Il a fini par découvrir que la moralité et le pouvoir ne sont pas toujours liés et que ceux qui sont habiles à utiliser la coercition et la force à leur avantage ont plus de chances de réussir que ceux qui sont les plus moraux. Bien que la vie de Schopenhauer ait été remplie d'aspirations nobles, elle a également été marquée par une terrible réalité. Bien qu'issu d'une famille célèbre, son père était un homme d'affaires prospère et sa mère une auteure connue. Il a rapidement constaté la dure réalité. Contrairement à ce qu'il croyait, le monde ne récompense pas les gens bien. Il favorise plutôt les individus les plus rusés et les plus vicieux. Vous savez que le pouvoir et la morale ont la capacité de modifier notre perception du monde. Pourquoi ne pas réfléchir aux principes que vous défendez? Commentez ici vos réflexions sur le concept de inversion des valeurs de Nietzsche. Discutons-en. La mort inexpliquée du père de Schopenhauer est un événement marquant de sa vie. Son père, qu'il admirait beaucoup, était un homme de raison qui ne voyait pas le monde à travers le prisme de l'idéologie. Le premier coup que le jeune Schopenhauer a reçu dans sa vie et qui l'a forcé à se confronter à la réalité de ses croyances a été la mort de son père, qui aurait pu être un accident ou quelque chose d'autre. En revanche, malgré sa renommée dans la littérature et la société, sa mère s'éloigne de plus en plus de lui. Sa mère était aimante et optimiste, mais lui était critique et sombre, et ils se séparèrent de plus en plus. Schopenhauer espérait qu'il serait reconnu et qu'on se souviendrait de lui à jamais lorsqu'il publierait son livre le plus important. Cependant, le succès de Hegel a fait paraître son livre moins important, et il n'y a donc pas eu de réponse. Il détestait Hegel en tant que philosophe et le considérait comme une représentation des pires aspects de l'académie. Schopenhauer n'est pas resté silencieux comme le reste d'entre nous. Il a poussé Hegel dans ses retranchements, allant même jusqu'à programmer leurs cours en même temps pour tenter de surpasser Hegel. Cependant, ces attentes n'ont pas été comblées. Alors que les cours de Schopenhauer étaient bondés et que personne ne prêtait attention à son travail, ceux de Hegel étaient pleins à craquer. Le succès de Hegel est dû à son habileté à manipuler le pouvoir plus qu'à la qualité de ses idées. En revanche, Schopenhauer a été rapidement oublié. Il étudie les religions orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme et se concentre sur lui-même pour tirer le meilleur parti de ses pensées. Ses leçons lui ont permis de mieux comprendre la nature humaine. Au fil du temps, il a commencé à croire que les humains sont motivés par ce qu'il a appelé la volonté de vivre plutôt que par la raison ou la moralité. Ce pouvoir est une énergie affamée qui ne cherche qu'à prendre le contrôle et à survivre. Il n'est ni généreux ni bon. Dans sa théorie, Schopenhauer démontre que le concept de libre arbitre est un mythe. Selon lui, les pensées des individus sont gouvernées par le conditionnement et les désirs inconscients, plutôt que d'être choisis consciemment. Il a conclu que dans la lutte pour le pouvoir, c'est l'impitoyable qui l'emporte. Lorsqu'il s'agit de gagner et de conserver le pouvoir, la moralité, la justice et la compassion n'ont pas leur place. Pendant que les honnêtes gens réfléchissent à ce qu'ils devraient faire, les individus cruels passent à l'action.
exercent leur influence et assument des rôles de dirigeants. Mais pourquoi ce cycle se poursuit-il? L'explication est simple. La volonté de vivre est à la fois stratégique et aveugle. Elle se dissimule en se faisant passer pour la nécessité, l'unité et la bonté, tout en s'affichant comme une force brutale. Sa tactique la plus astucieuse consiste à convaincre même les personnes les plus vicieuses qu'elles sont bonnes, qu'elles ont du pouvoir et que leur succès est le résultat de leur diligence et de leur refus d'être trompés. Cette illusion s'applique à tout le monde et pas seulement aux personnes en position d'autorité. Schopenhauer pensait que les actions des gens étaient motivées par des réactions biologiques et instinctives innées plutôt que par la raison. Le désir de dominer, d'acquérir du pouvoir et de devenir riche n'est pas une sage décision. Il s'agit simplement d'une pulsion primitive qui se manifeste par l'ambition et l'autorité. Le désir de vivre est dissimulé par des idéologies qui nous font croire que nos succès sont justes, que l'égoïsme a une raison d'être et qu'il est banal de profiter d'autrui. L'histoire se répète vraiment. Les personnes en position d'autorité croient souvent que leur succès était prédéterminé. En revanche, ceux qui sont opprimés l'acceptent. Mais Schopenhauer n'était pas un partisan de la capitulation. Il nous conseillait de comprendre la véritable nature du jeu plutôt que de rechercher impitoyablement le pouvoir. Le monde est dépourvu de lois justes. Ceux qui sont en charge des règles du jeu auront toujours le pouvoir de manipuler ceux qui ne les comprennent pas. L'histoire le démontre. Par exemple, Jules César avait promis de libérer le peuple, mais il a finalement renversé la République pour s'emparer du pouvoir. Napoléon, qui prônait la liberté, est arrivé au pouvoir en défiant l'autorité. Ces hommes étaient les plus intelligents, les plus courageux et les plus visionnaires, mais ils n'étaient ni les plus séduisants, ni les plus intelligents. Ils n'ont pas perçu les choses comme ils auraient dû le faire. Ils ont assisté aux événements tels qu'ils sont. Le pire, c'est qu'ils ont reçu des applaudissements plutôt que du mépris. La raison en est que le pouvoir appartient à ceux qui savent l'obtenir et non aux bons. Schopenhauer est confronté à la dure réalité. Les gens obéissent aux puissants plutôt qu'aux bons. Le passé est encore plus mauvais. Non seulement l'émergence de dirigeants impitoyables est problématique, mais la manière dont ils sont nommés l'est tout autant. Qui est l'auteur? Quelqu'un crée les récits qui nous donnent une perspective particulière sur le monde. Les maîtres, les gagnantes et ceux qui comprennent les règles du jeu. Jules César, en plus de s'emparer du pouvoir, les a convaincus qu'il pouvait les sauver. Napoléon a utilisé le charme et la ruse plutôt que la force pour conquérir la France. Les gens voulaient le suivre parce qu'il se donnait l'air d'être fort. Même si un dirigeant est malhonnête, les gens le suivront toujours s'il dégage un sentiment d'autorité. La psychologie sociale permet de comprendre ce phénomène. Les gens suivent ceux qui semblent être en position d'autorité, et ceux qui comprennent les processus de pensée humaine peuvent simplement manipuler des foules considérables. Même s'ils ont des valeurs douteuses, les gens suivent souvent ceux qui leur donnent un sentiment de sécurité et d'autorité. Il n'y a pas de mensonge plus odieux que celui-ci. Ceux qui conservent le pouvoir parce qu'ils croient que la sécurité qu'il leur procure leur est bénéfique sont souvent ceux qui en supportent le poids. L'histoire présente des schémas distincts. Napoléon n'a pas été simplement accepté par les Français. Au contraire, ils l'ont salué comme un symbole de gloire et d'ordre. Les Romains n'ont pas seulement toléré César, ils l'ont considéré comme un sauveur. Dans le passé, et même aujourd'hui, des personnes ont agi de la sorte. Par exemple, les millionnaires, les politiciens corrompus et les dictateurs impitoyables.
sont vénérés et admirés dans la société contemporaine, non pas en raison de leur pouvoir, mais plutôt à cause de celui-ci. Selon la psychologie sociale, cela s'explique par le fait que beaucoup de gens confondent le succès avec le talent et la domination avec la grandeur. Indépendamment de la manière dont ils y sont parvenus, ceux qui deviennent riches et puissants sont considérés comme honorables. C'est ce que nous appelons le biais cognitif. Nous devons faire face à une réalité troublante. Le système dans lequel nous vivons récompense les joueurs habiles, mais pas toujours les plus moraux. L'histoire nous enseigne que les systèmes de pouvoir donnent la priorité à la manipulation stratégique plutôt qu'à la moralité ou à l'équité. Schopenhauer était conscient que la perception qu'ont les gens de ce qui est bien ou mal n'est pas le fondement du pouvoir. Quelqu'un sait comment le jeu se déroule lorsqu'il cesse de croire que la justice rendra les choses équitables et commence à comprendre comment le pouvoir fonctionne réellement. Maintenant que nous en sommes conscients, que devons-nous faire? Schopenhauer ne nous incitait pas à entrer en compétition avec les autres ou à essayer d'obtenir du pouvoir. Selon son idéologie, nous devrions considérer la vérité sans parti pris. Il pensait qu'un individu intelligent ne serait pas affecté négativement par des circonstances immuables. Renoncer à ses illusions, à son espoir d'une justice inaccessible et à son choix entre l'auto-illusion et la clarté était, selon lui, le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux. Au lieu d'enseigner aux gens comment obtenir le pouvoir, il leur a appris à être vraiment libres. Libérés des assurances trompeuses, des anticipations et des illusions qui soutiennent les structures sociales. En sachant comment le jeu fonctionne, il est difficile de se laisser influencer. En outre, seuls ceux qui sont ingérables sont véritablement libres dans cet état. Dans Kobe, la généalogie de la morale, Nietzsche pose la question de savoir si la bonté humaine n'est qu'une relique du passé. Selon lui, la morale peut agir comme une barrière qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel en termes de grandeur et de puissance. Nous acceptons simplement ce que notre culture dit être bien ou mal, sans poser de questions, sans vraiment y réfléchir. Selon Nietzsche, la morale la plus répandue en Occident est anormale et empêche les hommes de réaliser leur plein potentiel. Selon Nietzsche, l'histoire montre un modèle. Ceux qui sont astucieux et pragmatiques réussissent, tandis que ceux qui adhèrent à des principes moraux forts restent à la traîne. La morale est parfois la pire des choses. Elle n'est pas toujours merveilleuse. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que la justice triomphe toujours et que la vertu l'emporte toujours sur le mal. Bien qu'il s'agisse, en fin de compte, d'un simple conte, c'est une belle idée. La morale standard est une fiction, comme l'a montré Nietzsche en la qualifiant de « morale d'esclave ». Selon lui, le fonctionnement du pouvoir a été influencé au fil du temps par des concepts qui limitent la force et la vitalité des individus. L'expansion du christianisme dans l'Empire romain est une illustration évidente de ce modèle. Par le biais de conflits et de fusions culturelles, Rome a étendu sa domination. Le christianisme, cependant, avait une perspective très différente. Il considérait le pouvoir comme une cause du mal et prônait la souffrance et l'humilité. Au fil du temps, cette nouvelle éthique a non seulement contribué de manière significative à la chute de l'Empire, mais elle a aussi fondamentalement modifié la philosophie occidentale. En pervertissant les idéaux pour que la faiblesse soit considérée comme une vertu et la force comme un mal, Nietzsche estime que ce mouvement est un moyen pour les faibles de soumettre les forts. Selon Nietzsche, le véritable conflit se situe entre le fort et le faible, plutôt qu'entre le bien et le mal. Il considère la nature comme une force puissante qui n'a pas honte de sa force. Il soutenait que
Tout comme les prédateurs ne justifient pas leur comportement, la sélection naturelle favorise la domination et la survie au détriment de la bonté. Dans le monde humain, le même principe s'applique. Les personnes qui reconnaissent et utilisent le pouvoir obtiennent de bons résultats, tandis que celles qui le rejettent ou tentent de l'ignorer obtiennent de mauvais résultats. Nietzsche a développé le concept de surhomme, une personne qui transcende la morale et crée ses propres lois au lieu de se conformer à celles établies par la société. La morale enseignée aux super-héros ne le limite pas. Au contraire, il a la capacité de modifier les valeurs de la société, les derniers hommes. En revanche, sont ceux qui adhèrent, sans réfléchir, aux valeurs conventionnelles. Ils tolèrent la médiocrité tout en feignant l'excellence, privilégient le confort à la brillance et accordent plus de valeur à la sécurité qu'à la liberté. Parce qu'ils ont peur de la liberté et d'avoir des objectifs, les derniers hommes vivent dans un état de conformité. Nietzsche pensait que le pouvoir n'était pas intrinsèquement terrible. Il le considère comme une force neutre qui peut améliorer ou détériorer les circonstances en fonction de la manière dont il est interprété et appliqué. Superman s'oppose à l'utilisation du pouvoir pour nuire aux autres. Il souhaite plutôt modifier le monde pour qu'il se conforme à ses propres valeurs plutôt qu'à celles que la société considère comme correctes. Le pouvoir étant une composante essentielle de la vie et de la création. Il est aux commandes non pas parce qu'il est cruel, mais plutôt parce qu'il comprend que le rejeter revient à nier la vie. Cette idée peut sembler dure et restrictive pour beaucoup, mais Nietzsche n'a jamais écrit pour tout le monde. Il a écrit pour l'homme supérieur, celui qui peut défier les normes sociales et faire ce qu'il veut, sans se soucier de ce que pensent les autres. Nietzsche pensait que si les humains pouvaient échapper à ces liens, ils pourraient devenir vraiment grands. Il pense que la morale de groupe sera toujours un problème, ce qui le rend pessimiste quant à l'avenir de l'humanité. Selon Nietzsche, le problème n'est pas l'émergence de leaders puissants, mais plutôt les individus faibles, qui, au lieu d'essayer d'améliorer le monde, cherchent à renverser ceux qui détiennent l'autorité afin d'expier leurs propres défauts. L'homme est essentiellement une bête ou un animal sauvage, comme l'avait déjà affirmé Schopenhauer. Pour autant que nous le sachions, il a simplement été domestiqué et réside actuellement dans une culture qui restreint nos tendances innées. Nietzsche pensait qu'accepter et embrasser notre nature fondamentale était le seul moyen d'être véritablement fort et libre. Il pensait qu'au lieu d'être effrayé, le pouvoir devrait être considéré comme un élément essentiel qui devrait être utilisé pour créer le monde dans lequel nous vivons. Si cette réflexion vous a fait réfléchir et que vous souhaitez continuer à étudier ces concepts, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la station. Lorsque nous collaborons, nous pouvons poser des questions et obtenir de nouvelles perspectives sur le monde. Bon voyage.